chose qui, sans l'apport, sans l'appui de l'image, serait uniquement un énoncé. Moi, je dis que je n'aime pas Manuel Valls, il est de droite. Faites comme moi, ou ne faites pas comme moi, si vous n'êtes pas... Vous voyez, c'est beaucoup plus faible. L'image, elle apporte quelque chose qui est ce que Marin appelait un effet de présence. L'image, quel que soit son contexte, produit un effet de présence du genre comme de la jeune femme. Et évidemment, voilà, c'est ça l'intensif. C'est ça l'apport de la romance, c'est ça son rôle, c'est ça son utilité. Elle naturalise le message, elle le rend non seulement plus sensible, plus évident, mais elle lui donne une forme, on va dire, d'objectif. Alors, quelques précisions. Donc, il y a bien des images d'archives utilisées dans les journaux. Des images, donc des images documentaires. Je prends un exemple au hasard, bien sûr, et sans aucune orientation politique. Bien sûr. J'espère que vous connaissez cette magnifique photo d'un dirigeant politique dans une piscine. Alors, cette image, c'est très intéressant, ce n'est pas une photo de photojournaliste, de photoreporter. C'est un document photographique, c'est une photo d'amateur, prise par un témoin de cette scène qui, en fait, prouve que ce dirigeant politique, de droite, on peut le dire, est un ami proche, puisqu'il nage dans sa piscine, d'un escroc notoire, etc. Bon, voilà. Certains, comme Jean-François Copé, mince, j'aurais dû... Pas de chance, séjourne longuement dans sa villa du Cap-Antibes, comme en témoigne cette photo ci-dessous, datée du 13 août 2003. Vous voyez, c'est un document. Il y a une date, il y a une... Donc, le rapport documentaire, théorie numéro 1, ça existe. Mais si je suis obligé de chercher cette photo, c'est que c'est rare. Et elle est étrange, cette photo, elle n'est pas banale. Hein, voilà. Encore une fois, c'est pas du photoreportage. Puis en plus, ça repose sur la confiance que tu as, que c'est vraiment la villa de Takiadine, parce que ça pourrait aussi être ailleurs. En fait, oui, il y a une forme... Ok, très bien. Donc même cette image-là. Ouais. Bon, mais voilà, c'est pour dire, il y a quand même un document, si on cherche, on en trouve. Le problème, vous voyez, c'est que, en fait, c'est l'exception. C'est pas la règle. C'est l'exception, mais c'est sur cette exception qu'est construite toute la mythologie du photoreportage, du récit journalistique par l'image et, de façon plus générale, de l'emploi des images. On nous explique que toutes les images fonctionnent publiques, toutes les images publiées fonctionnent sur ce modèle. Alors vous allez dire, oui, d'accord, les photos de Manuel Valls, c'était avant-hier, très bien, mais ça fait pas longtemps que c'est comme ça, il y a une dérive du journalisme vers le n'importe quoi, le spectacle, etc., etc. C'est ce que vous allez me dire. Hein, ça va sans dire. Donc, bon, je vous cherche un exemple. Dans les archives, ça date d'il y a un siècle. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Là, on est en 1914, 28 octobre 1914. Tous ceux qui ont vu Apocalypse, hein, donc on est... Ouais. Voilà, alors, faudrait lire cette légende parce qu'elle est magnifique, terrible, et d'une éloquence tragique dans son mutisme, le spectacle de ces deux pauvres créatures chassées par la guerre de leur humble maison. L'aïeul s'est dépouillé de son dernier ménage pour envelopper l'enfant, et elles se tiennent là, immobiles, figées dans une sorte d'horreur, les yeux pleins d'une vision d'épouvante qui leur fait oublier la froidure. Pourtant, pour éviter le contact du pavé humide, elles appuient leurs pieds sur un câble auprès du wagon qu'on aperçoit derrière elles, et qui est devenu leur suprême asile. Elles attendent, quoi, le savent-elles seulement. Hier encore, elles étaient heureuses dans leur modeste vie. Aujourd'hui, elles ne sont plus que les victimes
de la fatalité. Mais à mesure qu'on les regarde, on se sent plus violemment envahi par la colère. Et on se dit que jamais ne sera assez forte la revanche de la justice, jamais assez rude le châtiment qui frappera les auteurs de tant d'infortune et de douleur. C'est Victor Hugo. Alors ce qui est magnifique, c'est que il y a un siècle, on trouve encore ces légendes-là, associées à ces images. Aujourd'hui, on nous économise la légende, hein, on n'a plus que les images, mais vous regardez toutes les photos du World Press, toutes les photos primées du World Press, vous avez ce système évocateur, associatif, redondant, et voilà, c'est effectivement l'essentiel de la forme. Alors je vais aller vite là. Je reprends ces deux exemples, ou cet exemple, désormais canonique des études visuelles, puisqu'il a fait l'objet de commentaires développés de la part, pour l'image de flag de 1917 de Tom Mitchell, et notamment pour l'image d'Alfred Litt de 1914 de Carlo Ginzburg. Je vous fais passer, regardez. Voilà, jetez un œil. Un article très intéressant, mais dans ces deux cas, et dans tous les autres, comment on fonctionne, comment on décrit ces images, qui sont donc, vous voyez, des publicités et des redondances illustratives. Bon, c'est-à-dire qu'il y a un message appuyé sur une image qui fonctionne comme intensificateur. Quand vous lisez Mitchell ou Ginzburg, vous trouvez plusieurs choses. Vous trouvez une lecture formelle d'un certain nombre de traits, l'index pointé, l'adresse, ça c'est formel. Vous trouvez des comparaisons avec des groupes d'images. Et vous trouvez une inscription plus ou moins détaillée dans une histoire de l'art, en partie fictionnelle. Dans le cas de Ginzburg, il explique l'efficacité, donc la force supposée de l'image de Litt par le pathos formel de Warburg. Donc vous connaissez tous, vous devriez tous savoir ce qu'est le pathos formel. Non ? Non. Bon, voilà, vous lisez, j'en dis pas mal, mais comme ça, vous savez. D'accord. Bon, c'est des échos historiques qui circulent par l'intermédiaire de la mémoire collective. Bon. Je reviendrai une autre fois sur le pathos formel qui correspond au fait que Gombrich décrit très bien comme des stéréotypes expressifs. Ok. Mais quand vous lisez pathos formel, vous transposez par stéréotype expressif. C'est beaucoup plus simple et c'est moins chic. C'est moins chic, c'est pas allemand, mais c'est plus juste. Par exemple, Carlo Ginzburg, il s'agit probablement de l'affiche qui a eu le plus grand succès dans tous les temps. Cette longue série d'imitations, donc effectivement c'est une affiche qui a beaucoup été imitée, et de variations prouvent l'efficacité de l'affiche de Lord Kitchener. Alors, non, ça prouve pas ça. Ça prouve pas l'efficacité de l'affiche de Lord Kitchener. Ça prouve la croyance des graphistes et illustrateurs dans l'efficacité de cette affiche. Et la preuve de l'absence d'efficacité de cette affiche, on la rencontre très vite à partir de 1915 ou 1916 dans le fait qu'on va abandonner effectivement ces affiches au doigt pointé qui ne marchent pas, c'est un mythe. Donc ça a été bien étudié, il y a eu un article
détaillée d'un historien anglais qui a vérifié par le menu que, en fait, l'affiche, affiche ou pas d'affiche, ça ne change rien. Effectivement, il y a, au début de la guerre, les Anglais se mobilisent en masse. Il y a 3 millions mobilisés très rapidement. Et puis ça s'arrête. Voilà. Et les affiches, on va continuer de les afficher, mais ça ne produit plus d'effet. En réalité, la mobilisation ne vient pas de l'affiche. Elle vient du contexte plus général. Donc l'affiche, éventuellement, est un élément, bien sûr. Mais le problème n'est pas qu'on s'adresse aux gens en les pointant du doigt ou en les regardant dans les yeux, ceci, cela. Ça, c'est du formalisme d'historien d'art. Le problème, il est déjà, premièrement, qu'il s'agit d'affiches. C'est-à-dire, il s'agit d'objets qui sont dans l'espace public. L'affiche, c'est une image sociale. Donc, voilà.